15h30 sur BFM TV. Merci d'être avec nous pour passer cet après-midi de commémoration des attentats du 11 septembre 2001. Ça a fait 20 ans donc. Nous nous souvenons tous de ce que nous faisions ce jour-là. 20 ans désormais que ces attentats, 4, ont eu lieu aux États-Unis. Début de cette cérémonie tout à l'heure, c'était à New York avec 2 temps forts. Et dans un instant, nous serons au Pentagone où la cérémonie est également en cours avec un autre moment de silence qui marquera l'heure où le vol 77 d'American Airlines a percuté le Pentagone, donc dans cet état de la Virginie. Nous prendrons cette direction, vous le voyez, avec ces commémorations, ces chants qui sont d'ores et déjà en cours. Et puis bientôt donc cette minute de silence, suivie évidemment par de nombreux officiels. Nous allons voir comment ça se passe également à New York ou encore un peu plus tard du côté de la Pennsylvanie à Shanksville. On va aller tout de suite rejoindre Pauline Simonet qui est à New York pour BFM TV. Pauline, vous nous faites vivre depuis le début d'après-midi, donc ici en France, ces cérémonies, ces commémorations. Et vous le disiez tout à l'heure avec plusieurs moments forts. Ça a commencé tout d'abord par ce moment de silence à l'heure à laquelle le premier avion a touché la tour nord du World Trade Center. Et puis il y a également depuis maintenant plusieurs minutes ces noms qui sont lus par ces personnes à la tribune. Et il y a également eu Bruce Springsteen tout à l'heure qui est venu chanter quelques notes. Oui, effectivement, Bruce Springsteen, c'était une surprise, hein. C'était tenu secret par les organisateurs. On savait qu'il allait y avoir plusieurs intermèdes musicaux, mais voilà, Bruce Springsteen qui est venu donc interpréter cette chanson avec sa guitare. Un moment très très émouvant ici à New York pour les familles des victimes, hein, qui sont en ce moment même juste à côté de ces grands bassins, les seuls autorisés à assister en personne à ces cérémonies. Effectivement, ces noms des quelques 3000 victimes qui continuent à être scandés par des proches des victimes eux-mêmes. C'est comme ça que ça se passe tous les ans. Et pour ce 20e anniversaire, les familles de ces disparus tenaient à ce cérémonial. Il y a eu également un autre moment évidemment très émouvant. C'était cet hymne national, hein, qui a retenti juste avant cette première minute de silence. Et là, effectivement, on a vu beaucoup d'Américains qui sont rassemblés ici, hein, aux abords de Ground Zero, mettre la main sur le cœur et puis avoir les larmes monter aux yeux, parce qu'effectivement, le 11 septembre, c'est toujours un moment de douleur, un moment de chagrin pour les Américains. On en voit plusieurs, hein, qui viennent avec des fleurs, certains qui viennent avec les photos de leurs proches disparus, avec des chapelets, avec des petits drapeaux américains qu'ils vont ensuite aller déposer sur les bords de ces grands bassins où les noms des quelques 3000 victimes de ces attentats sont inscrits. Donc effectivement, des moments extrêmement émouvants. Même certains Américains me disaient tout à l'heure qu'ils ne pensaient pas forcément très souvent à ces attaques du 11 septembre. On est dans un quartier très dynamique, très vivant. On est au cœur du quartier financier, tout près de Wall Street. Le 11 septembre, c'est pas quelque chose, un événement auquel ils pensent très souvent, mais aujourd'hui, en ce 11 septembre, c'était vraiment important pour ces Américains de se rassembler, de commémorer ce moment qui a bouleversé l'Amérique, qui a bouleversé parfois aussi leur vie, puis qui a transformé l'état d'esprit des Américains il y a tout juste 20 ans. Merci Pauline Simonet en direct de New York où nous rendons justement auprès des familles, cette fois-ci des proches de ces victimes qui continuent depuis ce début d'après-midi heure française à égrener le nom de toutes ces victimes, de ces morts suite à la chute de ces 2 tours du World Trade Center il y a 20 ans. Thomas A. Damaskinos. Jack L. Dembrosi Jr. Janine Damiani-Jones. Manuel Joa Damota. Patrick W. Danahy. Mary D'Antoni. Vincent G. Dans. Dwight Donald Darcy. Elizabeth Ann Darling. Annette Andrea Dadaram. Edward A. Diatri. Michael D. Doria. Lawrence Davidson. Michael Allen Davidson. Scott Matthew Davidson. Titus Davidson. Nirka Davila. Ada M. Davis. Clinton Davis Sr. Wayne Terrill Davis. Anthony Richard Dawson. Calvin Dawson. Edward James Day. William Thomas Dean. Robert J. DeAngelis Jr. Thomas Patrick DeAngelis.
Dorothy Alma de Araujo. Ana Gloria Pocasangre de Barrera. Tara E. Debeck. James D. Debinier. Anna M. Debin. James V. de Blase Jr. Jesarel Malabuyak de Chavez. And my little brother, Walter A. Matuza Jr. We love you and miss you every day, Walter. Mom and Sal are still dancing in the kitchen. Last night, as fact, 94 and 92. You would be so proud of your boys. Continue de danser dans la cuisine. Tu serais si fier de tes fils, Walter, Jesse and Nico. et Nico. Denise has become Superwoman. Denise est devenue What Superwoman. she did for these boys Qu'elle a fait and herself, pour ses garçons et pour she's going elle-même, to college now, Walt. c'est exceptionnel. Elle va à Your l'université boys would maintenant. make you so proud. Tes fils t'auraient rendu Each si have a fier. bit of your personality, Ils ont un and peu de ta you'll never be personnalité missed. Love you, bro. et And tu my leur manqueras father, toujours. Daniel Je t'aime, J. mon frère. Berthel, Et mon père Captain of également. Ladder 24, Daniel. FDNY. We love and miss you every day. Nous t'aimons et tu nous manques tous les jours. My name is Anthula Katsimatidis. Je m'appelle My brother Amsula John worked Katsimatidis. on the Mon frère 104th John floor of travaillait Tower 1. au 104e étage de la tour 1. Lorsque je me tourne vers ces 20 dernières années, je pense au 12 septembre et tout ce qui s'est passé après, lorsque des milliers d'entre nous sont devenus des membres d'un club auquel nous ne souhaitions pas appartenir. Nous n'avions aucune idée de ce qui se passerait ensuite. Tout ce que nous savions faire, c'était pleurer. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est passé. Un montant illimité de bienveillance s'est abattu sur nous de la part d'amis, d'étrangers. Le pays tout entier nous a étreints de son amour. Et ça m'a donné juste assez de force pour pouvoir me lever le lendemain. Que vous vivez avec nous en direct sur BFM TV. Ce moment de silence à la fois à New York, vous l'avez vu, mais aussi à côté de Washington, à Arlington, en Virginie, où se trouve le siège du Pentagone, puisque c'est à 15h37, donc heure de Paris, qu'a eu lieu que le vol 77 d'American Airlines a percuté le Pentagone à Washington. Et puis il y a eu aussi, Ulysse, ces moments forts, ces proches qui ont pris la parole et qui ont parlé de leurs proches qui sont décédés donc, dans ces attentats. Oui, à l'instant même, cette femme qui dit « On est devenu d'un seul coup membre d'un club auquel on n'avait aucune envie d'appartenir, le club des parents des victimes ». Mais elle ajoute tout de suite, il y a eu un mouvement extraordinaire de solidarité, de générosité venant de toute l'Amérique pour aider donc ceux qui ont perdu leurs frères, leurs maris, leurs sœurs, tous ces Américains et autres de nationalités, bien sûr, qui ont été frappés par ces attentats. On voit aussi en ce moment qu'au Pentagone, il y a une cérémonie. C'est important de revenir sur le Pentagone parce que donc c'est le 3e attentat, c'est l'avion qui se fracasse contre l'aile ouest du bâtiment. C'est un immense complexe, en fait, c'est sans doute le plus gros ministère de la défense de la planète. Mais il n'y a quasiment pas d'image. Il y a juste 7 secondes d'image d'une caméra de surveillance et on voit cette fumée qui s'échappe du bâtiment, les blessés qui sont évacués, mais il y a très peu d'images à tel point que cela a favorisé toutes les théories complotistes remettant
en cause l'existence même de cet avion qui s'est fracassé contre le Pentagone. Et ça a pris des semaines, des mois pour essayer de contrer toutes ces théories absolument abracadabrantesques, disant qu'il n'y avait pas eu d'attentat contre le Pentagone. C'est du complotisme, le 11 septembre. Oui, c'est un tournant, ça marque un tournant par rapport. Oui, parce que effectivement, il y a même eu des théories selon lesquelles ces attentats n'avaient pas été en fait organisés par Ben Laden et par les membres d'Al-Qaïda, mais par des inconnus qui seraient d'origine juive en particulier. Donc il y a eu toutes sortes de théories qui ont été énoncées. Il y a même eu des livres qui sont sortis, et surtout sur le Pentagone, parce que les militaires, évidemment, c'est un objectif stratégique absolument interdit, n'ont pas non plus voulu vraiment communiquer. Il a fallu plusieurs semaines avant de savoir combien de personnes étaient décédées au Pentagone, et l'enceinte était complètement interdite pendant près d'un mois. Et je me souviens avoir passé pendant des jours entiers dans une station-service juste à côté du Pentagone, qui avait été assaillie par les médias, qui était devenu un centre de studio en direct, mais on n'avait pas le droit d'approcher. Et pourtant, c'était là, on voit bien le scénario, je dirais, terrible imaginé par Ben Laden. C'est non seulement de toucher la puissance économique américaine avec New York, mais aussi le Pentagone. Il se passe au... Des victimes continuent d'être citées cet après-midi. On a entendu cette cantatrice chanter You Never Walk Alone à la tribune. On retrouve Pauline Simonet pour BFM TV en direct de New York. Vous êtes avec une personne qui a travaillé au sein même du World Trade Center il y a 20 ans. Oui, effectivement, je suis avec John O'Leary. Il était électricien il y a 20 ans au World Trade Center et il était là sur le site des attaques lorsque c'est arrivé il y a tout juste 20 ans. Et pour John, il me disait à l'instant que c'était très important pour lui d'être ici 20 ans plus tard. John, why did you decide to come here today? Why was it important for you to be here? Pourquoi était-ce important pour vous d'être ici? Il y a 20 ans, j'étais ici lorsque ça s'est passé. J'étais dans les débris, j'ai couru pour survivre, et j'ai travaillé ici 12 à 20 ans pour reconstruire le tout en tant qu'électricien, et je me suis senti obligé de revenir ici, parce que j'ai perdu 17 frères électriciens, un très bon ami à moi également, et c'est également l'anniversaire de mon père, donc j'ai senti l'émotion qui m'a obligé à venir ici. J'ai montré à ma femme, mes enfants, là où j'ai couru pour survivre, là où j'étais ce jour-là. C'est un jour tragique, il faut s'en souvenir. Quel est votre pire souvenir de ce jour-là? Oh mon Dieu, c'est la journée tout entière. Lorsque le deuxième avion s'est écrasé,
Nous avons dû courir au-delà des débris. Ensuite, je suis revenu. Lorsque le premier bâtiment s'est effondré, nous avons dû repartir recourir. Ensuite, nous avons essayé d'aider à trouver des gens. Nous avons couru à l'intérieur de la deuxième tour pour les aider. Et deux personnes ont sauté juste devant nous. Et ces personnes ont sauvé des centaines de vies, puisque nous avons ensuite pu rentrer pour sauver d'autres vies. Donc c'était un jour totalement tragique, des gens qui sautaient, des scènes d'incendie. J'ai encore l'odeur en tête, je peux encore sentir cette odeur épouvantable et les émotions que j'ai ressenties ce jour-là, un jour effroyable. Et 20 ans plus tard, diriez-vous que les États-Unis sont plus sûrs? Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Oui, lorsque Donald Trump était président, nous étions plus sûrs. Mais aujourd'hui, avec ce Biden, ce vieux fou, il a oublié l'Amérique. Il a délaissé l'Amérique en Afghanistan. Et la situation aujourd'hui est probablement pire qu'avant le 11 septembre. C'est un fait. Demandez à n'importe quel Américain, il vous dira que l'Amérique avec Biden n'est plus la même. Nous sommes vraiment en danger jusqu'à ce que Trump revienne. Merci beaucoup. Donc énormément d'émotions encore ici aujourd'hui. Et beaucoup d'émotions avec tous ces gens qui sont venus se rassembler aux abords de ce mémorial du 11 septembre pour venir effectivement se souvenir de ce moment tragique qui a bouleversé leur vie, comme c'est le cas de John, donc, qui était électricien, qui travaillait au World Trade Center au moment des attentats. Merci beaucoup Pauline Simonet. Donc à New York pour BFM TV où ces commémorations se poursuivent. On va jeter un œil sur ce qui se passe en bas à droite de votre écran. C'est en Pennsylvanie parce qu'on le rappelle là-bas, François Durper, Ulysse Gosset, le 4e avion s'est écrasé en Pennsylvanie, mais ce n'était pas du tout la cible des djihadistes puisqu'en fait à bord, vous nous le disiez Ulysse, les passagers ont eu un acte héroïque en se rebellant et en allant détourner l'avion qui visiblement était destiné à aller sur le Capitole. Oui, c'est un vol fortement symbolique, celui de la résistance des Américains qui refusent finalement le destin qui leur est projeté par les terroristes et qui décident d'aller dans le cockpit pour empêcher l'avion de s'écraser contre une cible dans la capitale Washington. On pense au Congrès, à la Maison-Blanche, on ne sait pas exactement. Il y avait 4 pirates de l'air dans l'avion et l'objectif possible, c'était effectivement le Capitole, le Congrès des États-Unis. Et un groupe de voyageurs qui étaient donc réfugiés à l'arrière de l'avion a décidé finalement d'avancer vers l'avant de l'appareil et il y a ce coup de téléphone célèbre que l'un d'entre eux passe à son épouse en disant « Je ne sais pas si je te reverrai un jour, mais en tout cas, on va essayer de s'occuper de ce qui se passe là-bas. Let's roll », c'est-à-dire « on y va ». Et « Let's roll », c'est devenu un véritable slogan dans cette Amérique frappée par le terrorisme, de cette volonté d'aller, de se battre contre la terreur. Et aujourd'hui, donc, c'est là que George Bush a décidé de prononcer son discours. C'est à suivre dans un instant sur BFM TV. Voilà. Et donc, finalement, pourquoi il a choisi ce site-là par rapport je pense justement qu'il va célébrer cet esprit de résistance. Parce que ce qui se passe dans le cockpit, on ne sait pas exactement, mais il y a un affrontement physique entre les djihadistes qui sont aux commandes de l'avion et ce groupe de passagers. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais ce que l'on constate, c'est que l'avion fait plusieurs mouvements de droite, des mouvements d'aile de droite à gauche, et que tout d'un coup, il décroche et il s'écrase dans une prairie de Pennsylvanie, là où se trouve maintenant le mémorial. Donc c'est un moment important. C'est le 4e avion. On voit les images dans le champ avec les débris de cet avion. Oui, en sachant qu'à ce moment-là, l'état-major de l'armée de l'air a déclenché un départ de 2 chasseurs F-16 qui sont chargés d'aller retrouver cet appareil et éventuellement de l'abattre, puisque le président des États-Unis, et ça c'est aussi fondamental, a donné l'ordre à l'aviation américaine d'abattre tout appareil qui pourrait représenter une menace pour la sécurité nationale. Ce qui s'est passé, malheureusement, c'est que les avions sont arrivés en retard, entre guillemets, et donc l'avion s'est écrasé dans la prairie de Pennsylvanie. Et on va écouter ce qui se passe tout de suite à Shanksville, Pennsylvanie. And the rockets red glare, the
qui vient d'être joué à Shanksville, en Pennsylvanie, où dans quelques instants, George W. Bush, qui était président à l'époque, en 2001, va s'exprimer. Ce sera à suivre, bien sûr, en direct sur BFM TV, alors qu'il y a ce moment de silence également en Pennsylvanie. On le rappelle, le 4e avion s'était écrasé dans un champ. On va suivre ce moment de silence. Men and women of Flight 93, we yearn for a sense of your loving presence, because only in you can we find respite, security, and peace in the midst of our memories, our grief, and even our anger. God, we pray your blessing over this gathering and on all for whom this moment is an excruciating reminder of fear and loss. Ulysse Gosset, un petit commentaire là. Oui, quand cet avion s'écrase, il était 10h03 localement à Shanksville, donc c'est dans une prairie de Pennsylvanie. L'avion se trouvait à 260 km de Washington, à 18 minutes de la capitale. Et c'est pour cela que l'Air Force, US Air Force, avait déclenché donc deux chasseurs pour essayer de rejoindre cet appareil et éventuellement de le détourner ou de l'inciter à prendre une autre direction que celle de la capitale. Mais compte tenu de ce qui se passait à bord et de l'héroïsme de certains passagers, d'un petit groupe de passagers, dont l'un était un champion de rugby d'ailleurs, eh bien l'avion s'est écrasé. On ignore si ce sont les terroristes qui ont finalement précipité le mouvement, voyant qu'ils perdaient la situation, ou bien si c'est l'action des passagers qui a fait qu'ils ont préféré cracher leur appareil dans un champ pour éviter un drame encore plus grand. L'histoire peut-être le dira, mais le scénario n'est pas encore connu. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, l'ancien président George W. Bush, qui à l'époque avait 55 ans, il en a 75 aujourd'hui, vous allez voir, il a beaucoup vieilli, mais à l'époque, il y a une union nationale qui se forge autour du président. Toute l'Amérique est derrière lui, républicain, démocrate. Et c'est intéressant parce qu'à l'époque, l'Amérique est vraiment unie contre le terrorisme, alors qu'aujourd'hui, elle est terriblement divisée. On l'a vu encore récemment à la fin de la présidence de Donald Trump. Un mot d'ailleurs de Donald Trump, il n'est pas présent dans la cérémonie de New York, mais selon plusieurs sources, il va se rendre à Ground Zero à New York dans la journée et il vient de publier une vidéo qu'il a enregistrée et qui commence à circuler où il rend hommage aux victimes et il parle de ce jour triste de l'Amérique et de cette volonté de continuer à lutter contre le terrorisme. Un hommage à sa façon, de son côté, donc pour Donald Trump qui n'est pas présent, donc on le rappelle, avec les anciens chefs d'État qui sont venus à New York pour assister à ces commémorations. Avant de voir ces images de New York, on a vu tout à l'heure aussi Kamala Harris, il faut le préciser, du côté de Shanksville en Pennsylvanie, donc, où dans quelques instants, George W. Bush prononcera son discours. François Durper, tout à l'heure on abordait cette naissance des théories du complot à la suite de ces attentats du 11 septembre. Et il y a aussi cette question, c'est est-ce que finalement ces attentats, ils auraient pu être évités ? Oui, c'est vrai que c'est intéressant de lier les deux parce que, effectivement, Ulysse le disait tout à l'heure, absence d'image sur le vol qui s'écrase sur le Pentagone, certaines théories du complot qui font état notamment du fait qu'on aurait dynamité les tours en dépit du fait que on voit les avions qui s'écrasent sur les tours. Donc c'est en quelque sorte la maison mère des théories du complot le 11 septembre 2001. Et pourquoi ça naît à ce moment-là ? Parce que beaucoup d'Américains se disent comment est-ce possible que la première puissance du monde puisse être vulnérable à ce point ? Et comment c'est possible ? Notamment du fait que on a été prévenu, c'était comme 1993, on l'a déjà évoqué, c'est un attentat qui menace de faire déjà s'écrouler la tour, puisque je vous rappelle que l'organisateur des attentats, lorsque on le déplace d'une prison à l'autre, passe devant les tours, et puis un policier lui dit « Regardez, les tours sont toujours là, vous avez perdu ». Et il dit « Mais parce qu'il m'a manqué de l'argent ». Si j'avais eu un peu plus d'argent, eh bien, cet attentat aurait réussi. Il a fait quand même 6 morts, on le rappelle. Ouais. Alors, toutes les informations avaient été données, notamment que le World Trade Center était éventuellement une cible. Deuxième chose, que des avions pouvaient être détournés et servir pour attaquer une cible américaine. Ça, les services américains le savent. Alors, il y a une
première théorie qui insiste sur les incompétences techniques et administratives, notamment le fait du délai de transmission des incidents de vol. Pour notamment le vol 11, c'est 24 minutes. Pour le vol 77, c'est 39 minutes. Les problèmes aussi de communication entre les différents services. Mais ce qui a beaucoup été retenu, c'est notamment un terme que la commission d'enquête a mis en avant, c'est la faille de l'imagination. C'est-à-dire qu'on n'a pas été au bout de se dire il est possible de précipiter des avions sur les tours et il faudrait dans ce cas-là détruire ces avions. Et donc Ulysse disait tout à l'heure qu'il y a eu un retard, 17 minutes notamment. Les chasseurs, il y avait des chasseurs, les Américains ont des chasseurs dotés de missiles, c'est possible aussi. Simplement, il n'y a pas eu ce protocole intégré par l'ensemble des services de sécurité américains que il serait possible de devoir prendre cette décision. Et si vous voulez, des services du contrôle aérien jusqu'au président de la République américaine, personne avait pris en compte véritablement ce déficit d'imagination qu'il faudrait un jour prendre cette décision. Vous voyez toujours, merci beaucoup François, ces images en direct avec toujours donc la lecture des noms des près de 3000 victimes, 2977 morts dans ces attentats du 11 septembre 2001 avec sur ce site de Ground Zero où il y a ce mémorial. Ulysse, on va essayer de revenir 20 ans en arrière parce que la ville de New York, elle est connue pour vivre 24 heures sur 24. Il se passe toujours quelque chose à New York, mais forcément, après ces attaques, New York n'est plus la même. New York est tétanisé. New York s'arrête, l'esprit complètement bouleversé par ce qu'il voit, par cette ville qui effectivement ne s'arrête jamais. Mais là, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque les tours s'effondrent, la première 56 minutes après la frappe, la tour sud, d'ailleurs, c'est la deuxième qui est touchée, mais c'est la première qui s'effondre. L'autre, 1 heure et quelques... Dans 1 minute, il y aura d'ailleurs un moment de silence pour évoquer cette tour qui s'effondre. Et donc, ça dégage un monstre de fumée, de ferraille, de poussière terrifiant qui paralyse complètement Manhattan et tous les transports sont coupés. Les métros sont arrêtés, les gens sont évacués par des ferries pour quitter Manhattan. Et donc, finalement, New York, c'est le cœur économique de l'Amérique à l'époque. Et c'est cette ville-là qui s'arrête d'un seul coup. Et puis, tous les Américains sont devant leur télévision. Les vols commerciaux sont également cloués au sol. Et effectivement, l'Amérique s'arrête parce qu'elle cherche à comprendre et elle est sous le choc. Mais, en même temps... très vite, George Bush, qui va se rendre à Ground Zero, dira... moment de silence, Ulysse, là, depuis, on va reconstruire. Juste à côté du Pentagone. I invite you again to join me in prayer. Oh, holy God.
My dad, Donald Freeman Green. Green. My sister, Linda Christine Gromland. Ma sœur Linda Christine Gromland. My beloved brother and son, Richard Jerry Guadagno. Mon frère, Richard Jerry Guadagno. My brother-in-law, First Officer Leroy Homer Jr. Et à 4 minutes d'intervalle, on a entendu 2 moments de silence. Tout d'abord, à 15h59, qui a marqué donc l'effondrement de la tour sud à New York. Et puis, du côté de Shanksville, à l'instant, ce moment qui a marqué l'heure où le vol 93, ce fameux vol où cette insurrection a été menée par les passagers, s'est écrasé sur cette ville de Shanksville en Pennsylvanie. Moment difficile, évidemment, aussi donc, du côté de la Pennsylvanie. François Durper, beaucoup de symboles cet après-midi avec ces cloches qui sont sonnées simultanément sur les différents sites des attentats. C'est effectivement pas un attentat, mais quatre attentats. Et ce qu'il faut aussi souligner, on disait tout le monde se souvient ce qu'il faisait ce jour-là. Il y a une autre, peut-être on peut le dire d'une autre manière, c'est que tout le monde est capable dans le monde, plus ou moins capable de raconter le récit de cette journée. Alors pas précisément d'être capable de dire qu'à 10h03 s'est écrasé le vol 93, mais c'est sans doute en tout cas la journée la mieux connue de l'ensemble du monde. Quelqu'un est capable de dire il y a une tour qui s'est effondrée, il y a un avion, etc. Aucune journée au monde n'est aussi bien connue que celle-ci par l'ensemble de la population. Vous voyez ces images donc en direct, New York sur la gauche, à côté de ce mémorial de Ground Zero, et Shanksville en Pennsylvanie, où le 4e avion s'est écrasé ce 11 septembre 2001. On va rejoindre Pauline Simonet qui est à New York pour BFM TV. Pauline, je crois que vous êtes à côté d'un étudiant de 18 ans qui n'a donc pas connu le 11 septembre 2001, mais qui tenait à être là. Oui, effectivement, David Cabrera, étudiant en économie, qui tenait à être là, même s'il n'a pas vécu ces événements traumatisants du 11 septembre. David Cabrera, you were not born. David, vous n'étiez pas né lorsque ces événements ont eu lieu. Pourquoi avez-vous décidé d'être ici aujourd'hui? Eh bien, j'ai 18 ans. Je n'étais pas encore né. En effet, mais en tant qu'Américains, tous nos aînés nous en parlent, nos enseignants, nos parents, nos proches. Donc, ils nous expliquent ce qui s'est passé le 11 septembre, donc je pensais que c'était très important d'être ici aujourd'hui. Je suis à l'université actuellement. Il y a 1 heure d'ici en train et c'est la première fois pour moi que je viens ici. Je suis très heureux de pouvoir commémorer ce jour ici. Que savez-vous de ce jour? Qu'est-ce qu'on vous a appris? Eh bien, chaque année, différentes personnes nous expliquent où elles étaient lorsque ça s'est passé. Et moi, je viens de Californie, et de nombreuses personnes là-bas étaient en train de se réveiller au moment où ça s'est arrivé, prenaient leur petit déjeuner pour aller travailler, au moment où les premiers avions se sont écrasés. Donc on entend les récits de tant de personnes différentes, ce qui nous fait nous rendre compte à quel point ça a touché tous les Américains. Après le 11 septembre, la guerre contre le terrorisme a été lancée aux États-Unis par le président Bush. Que pensez-vous de cette guerre? Près de 20 ans de guerre, qu'en pensez-vous? 20 ans de guerre, c'est clairement long, c'est une mission longue.
Je ne pourrais pas vous parler de notre stratégie, par exemple. Je n'ai pas assez de connaissances sur le sujet pour vous donner vraiment un avis là-dessus, pour vous dire si ça aurait dû durer si longtemps ou non. Mais en principe, je dois dire que je suis content que nous ayons pu nous rendre sur place pour tuer Oussama Ben Laden, par exemple, qui était responsable de ces attentats. Et si la mission est accomplie, alors je suis content que nous puissions rapatrier les troupes également. 20 ans après ces attentats, comment vous sentez-vous aujourd'hui aux États-Unis? Vous sentez-vous sûr dans ce pays? Oui, clairement, je me sens en sécurité. Regardez autour de vous, il y a énormément de policiers. Et je ne dis pas bien sûr qu'il y a un risque zéro d'attentat. Il y a toujours un risque, mais c'est le cas dans tous les pays. Dans tous les pays du monde, il y a toujours un risque. Donc, je dirais que je me sens plutôt en sécurité. Oui. Et c'est important pour vous de venir ici et de marcher tout autour de ce mémorial pour la mémoire des victimes. Oui, ce n'est pas la première fois que je viens à New York, mais c'est la première fois que je viens à ce mémorial du 11 septembre. Et oui, c'est très important. Merci beaucoup. Et voilà pour ce témoignage de ce jeune garçon donc, qui n'était pas né au moment du 11 septembre et qui a tenu à faire ce déplacement pour l'histoire, pour se souvenir des victimes. Merci beaucoup, Pauline Simonet. Bonjour, Jérémy Guez. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur d'économie et d'affaires internationales à HEC Paris, spécialiste de la vie politique américaine. Je parle d'abord à l'enseignant. On vient de voir ce jeune homme de 18 ans qui étudie l'économie dans la prestigieuse université de Princeton. Comment est-ce qu'aujourd'hui on enseigne les attentats du 11 septembre 2001 ? C'est une question fondamentale parce que, comme le reportage vient de le montrer, l'entretien vient de le montrer, c'est une génération qui n'a pas connu le 11 septembre, qui a rythmé, je pense, beaucoup de réflexions dans le domaine des relations internationales, dans le domaine de l'économie pour toute une génération. Et soudainement, on se retrouve face à cette génération qui, elle, pour le coup, est plus familière avec la guerre d'Irak, qui est plus familière avec la guerre d'Afghanistan, ne serait-ce que parce qu'ils ont vu leurs aînés aller combattre, et même encore plus familière avec, si ce n'est la menace, la relation très concurrentielle avec la Chine. Et donc finalement, toute cette dialectique du 11 septembre, de ce que Al-Qaïda aurait pu représenter, même l'État islamique, je pense que ça leur est étranger. Et donc effectivement, enseigner tout cela, c'est un défi pour mettre la lumière finalement sur toute une dynamique d'une génération qui s'est rêvée amener la fin de l'histoire aux États-Unis et consacrer la suprématie finalement de l'Amérique et qui aujourd'hui se gratte la tête à la recherche d'un nouveau modèle. Ouais, on voit toujours ces images, ce sont ces fameux grands bassins de Ground Zero avec le nom des victimes qui est inscrit sur le bord de ces bassins. Ulysse Gosset, en quoi le 11 septembre 2001 a changé la vie des Américains? Elle a complètement changé la vie quotidienne des Américains qui, vous le savez, voyagent beaucoup en avion, de l'Est en Ouest, de New York à San Francisco, Los Angeles. D'abord dans les aéroports, ce n'est plus comme avant. Il y a des contrôles de sécurité partout. Et on a eu également le sentiment aux États-Unis qu'il y avait une forme de restriction des droits et des libertés individuelles compte tenu de toutes les lois qui ont été passées, l'Anti-Terrorist Act et les mesures de surveillance généralisées qui se sont multipliées depuis 20 ans. Il y a eu un sondage qui a été fait par CNN à l'occasion de ce 20e anniversaire et qui indique que pour 57% des Américains, donc une majorité d'Américains, pensent qu'effectivement ces attentats ont bouleversé leur vie quotidienne, notamment sur les contrôles liés au risque d'attentats dans le futur. Et puis, il y en a même 60% qui considèrent que effectivement cela a réduit leur liberté fondamentale. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours cette majorité d'Américains qui sont conscients de cette de diminution de leurs droits fondamentaux en raison des mesures antiterroristes. Mais il y a 10 ans, le même sondage avait été fait et à l'époque, ils étaient 86% à penser que leurs droits avaient été affectés par les attentats. C'est dire qu'en 10 ans, eh bien, cette perception a diminué. Pourquoi ? Parce que l'Amérique, finalement, je dirais pas qu'elle avait oublié le 11 septembre, mais on l'a vu avec cette jeune génération et ce jeune homme qui vient d'être interviewé, beaucoup d'Américains n'ont pas connu cette époque-là. Pauline Simonet disait tout à l'heure 70% de New-Yorkais. Voilà, et donc finalement le 11 septembre est évidemment présent dans l'imaginaire collectif, mais pas autant qu'il ne l'était il y a 10 ans et encore moins il y a 20 ans. Donc on voit que quand même il y a cette perception générale que l'Amérique n'est plus aussi libre qu'auparavant.
que le niveau de surveillance, le degré de surveillance pour voyager, pour prendre le train, pour prendre l'avion, les caméras qui sont partout dans les villes pour inspecter les rues, etc., ont tellement augmenté qu'il y a ce sentiment que malgré la Constitution et les libertés fondamentales qui sont respectées et qui sont prévues par la Constitution, eh bien, il y a ce sentiment-là qui fait que l'Amérique a changé. Et puis, il y a aussi le fait que en 20 ans, ce qui a changé, c'est qu'à l'époque, l'Amérique, c'était le gendarme du monde. Aujourd'hui, elle s'est repliée, elle a quitté l'Afghanistan. Je ne suis pas sûr que Joe Biden ait voulu finalement que les choses se terminent ainsi et que l'anniversaire soit finalement assombri par ce qui s'est passé à Kaboul. Mais clairement, aujourd'hui, l'Amérique a ce désir de se replier sur elle-même et de se consacrer à d'autres combats que le terrorisme, à commencer par la rivalité fondamentale avec la Chine, comme cela vient d'être évoqué. Jérémy Gaz, est-ce que justement c'est un héritage un peu encombrant pour Joe Biden, ce qui s'est passé, cette déroute américaine, on peut le dire, en Afghanistan, ce départ un peu précipité le 30 août? Alors c'est sans doute encombrant sur le plan international, avec un certain nombre d'alliés et les alliés européens en tête qui, là aussi, sont probablement perplexes quant aux intentions de l'Amérique. Et quand je dis perplexe, je suis poli, savent très bien désormais que l'Amérique, de toute façon, a probablement démissionné. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus surestimer l'importance de cette déroute sur le plan de politique intérieure. Finalement, le retrait en Afghanistan était inscrit dans les étoiles. C'était voulu par la classe politique américaine, par une large partie de la classe politique américaine. Et d'ailleurs, cette convergence et cette continuité entre Trump et Biden est assez frappante. Nous qui croyons que c'était deux antithèses, alors que pas du tout. Sur le plan politique, ils se rejoignent assez largement. Bien entendu, Biden va être attaqué, surtout dans la perspective d'ici un an, dans les midterms, sur ce dossier afghan, mais ça sera pour des raisons politiques. L'idée même du retrait d'Afghanistan, ce n'est pas quelque chose qui fait vraiment polémique aux États-Unis aujourd'hui, dans la mesure où on a une génération qui a été usée par la guerre. Et cette logique, elle a déjà été enclenchée dès 2006 pendant les dernières mi-termes du mandat de George Bush, qui a consacré la fin de Donald Rumsfeld, récemment décédé, et la venue de Robert Gates, qui avait dit, souvenez-vous, quiconque dans ma position dit à un président américain de s'engager dans une autre folie telle que l'Afghanistan ou l'Irak devrait se faire examiner la tête. Je le cite dans les mots. Donc voilà, donc ça fait 14 ans, 2006, 2020, même 15 ans maintenant, on est fondamentalement dans cette nouvelle logique de retrait et de fin de gendarmes du monde. On a quand même envie de se dire, Ulysse Gosset, finalement, tout ça pour ça. Est-ce qu'on n'a pas perdu 20 ans en allant comme ça du côté américain en Afghanistan, d'abord pour traquer les troupes de Ben Laden, avant de repartir, on connaît le scénario qui s'est produit. Ce qui est remis en cause aujourd'hui, c'est l'erreur stratégique commise par les Américains qui, de la guerre contre le terrorisme pour neutraliser Ben Laden, s'est transformée en une volonté de transformer l'Afghanistan et faire de ce que l'on appelle aux États-Unis nation building, c'est-à-dire reconstruire un État, reconstruire une démocratie, reformer l'armée, etc. Et c'est cela qui a échoué. Le combat contre le terrorisme a été efficace puisque les talibans ont perdu le pouvoir dans un premier temps, Ben Laden a été neutralisé, il a fallu 11 ans, mais quand même, effectivement, l'Amérique aurait pu se retirer d'Afghanistan après l'élimination de Ben Laden. Elle ne l'a pas fait parce qu'elle croyait dans cette nouvelle mission évangéliste qui consistait à exporter la démocratie en Afghanistan, ce qui n'a pas fonctionné. Donc tout ça pour ça, non, parce que quand même, l'Amérique ne pouvait pas ne pas réagir et George Bush ne pouvait pas dire autrement que justice sera rendue. Compte tenu de l'énormité de ce qui s'était passé, vous imaginez 3000 morts à Manhattan, le Pentagone attaqué, c'était à la fois inconcevable, effrayant et en même temps il fallait réagir. Donc il y a eu cette tentative comme d'autres l'avaient fait avant eux, c'est-à-dire les Anglais, les Britanniques, les Soviétiques aussi en Afghanistan, de profondément changer l'Afghanistan et il y a eu des changements en Afghanistan. Il y a eu une possibilité de voir les femmes travailler, devenir juges, médecins, avocates, professeurs, la mixité dans les écoles, le droit des femmes a été enfin respecté en Afghanistan, mais effectivement, comme la tendance inverse est maintenant au pouvoir, on peut se demander si effectivement tous ces efforts ne vont pas être réduits à néant. C'est l'enjeu de tout ce qui se passe aujourd'hui à Kaboul. Les jeux ne sont pas faits, mais il y a un grand danger. L'autre chose, je dirais, pour revenir sur la cérémonie de Manhattan que l'on a vue, il y avait les 3 présidents démocrates, Clinton, Obama
et Joe Biden et leurs épouses. Mais il n'y avait pas de grande personnalité républicaine, à part quelques membres du Congrès. Mais là aussi, c'était le Congrès démocrate. On a eu le sentiment que c'était une cérémonie, je dirais presque démocrate. Donald Trump n'était pas là et George Bush, lui, est en Pennsylvanie. C'était assez frappant de voir ce décalage. Et ça traduit d'une certaine manière cette division aujourd'hui de l'Amérique, dont le combat fondamental en ce moment est de deux ordres. Le premier, c'est le combat économique et la lutte contre le Covid, avec Joe Biden qui s'insurge contre ceux qui ne se vaccinent pas et qui disent qu'ils ont causé beaucoup de torts et beaucoup de morts. Et ils se fâchent contre les anti-vax, comme l'on dit. Et puis, l'autre combat, c'est le combat pour les valeurs démocratiques de l'Amérique qui ont été entamées par les événements du 6 janvier au Capitole et l'attitude de Donald Trump. Donc, on a cette Amérique aujourd'hui qui, en 2001, se battait contre le terrorisme et aujourd'hui qui se bat d'une certaine manière contre elle-même. Jérémy Guez, on entendait, c'est vrai que les États-Unis n'imaginaient pas ces attentats possibles il y a 20 ans. Le monde a pris conscience que finalement c'était un pays qui n'était pas infaillible. Est-ce qu'aujourd'hui il y a cette crainte qui existe toujours peut-être de possibles nouveaux attentats type 11 septembre 2001 ? Oui, je le pense parce qu'effectivement, on se balade à New York aujourd'hui. La simple vue d'un avion dans le ciel suscite un certain nombre d'émotions, en tout cas même intérieures, et voilà. Je pense aussi, je me souviens du 11 septembre, tout le monde se souvient du 11 septembre, mais il y avait eu une conversation tout début, alors que les tours étaient en feu, un petit doute, on était 6 ans après les attentats d'Oklahoma City, qui avaient été menés par l'extrême droite américaine, et il y a eu un petit doute dans le cœur des Américains. Est-ce que ça vient finalement de l'intérieur du pays ? Très rapidement, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas, mais je le dis parce que Ulysse parlait tout à l'heure des divisions dans le pays. Ces divisions, pour un pays qui a connu une guerre civile il n'y a pas si longtemps que ça au vu de l'histoire, cette menace, elle vient de l'extérieur. La menace terroriste, mais elle peut aussi venir de l'intérieur. Et donc je crois que cette violence, l'Amérique, elle a été sidérée en 2001, mais finalement ça fait un petit peu partie de son imagination collective, du récit collectif de son histoire, et ça risque de le rester pour un petit peu de temps, bien malheureusement. Vous voyez toujours ces images en direct, ces commémorations et ces cérémonies donc, qui se poursuivent 20 ans après les attentats du 11 septembre qui ont fait, on le rappelle, 2977 morts. Vous avez suivi tous les moments forts jusqu'à maintenant avec nous, ces moments de silence, également les notes de musique de Bruce Springsteen. Ces discours, ces noms de toutes les victimes qui ont été lus, qui continuent d'être lus, vous le voyez en haut de votre écran, à New York. Des hommages également à Arlington en Virginie, juste à côté du Pentagone, ou encore en Pennsylvanie à Shanksville, où dans quelques instants normalement doit prendre la parole George W. Bush, qui était président à l'époque. Vous continuez de suivre tout cela avec nous dans un instant. À tout de suite. Dimanche. Recherche, diagnostic, traitement, financement. La médecine est en mouvement. Les nouveautés en matière de santé dans Prenez soin de vous. Dimanche sur BFM TV. Retrouvez votre programme en toute sérénité avec Noreca, complément alimentaire dédié à votre bien-être mental. Eureka, j'ai Noreca. Le plaisir de conduire. C'est d'abord une philosophie, incarnée par un style. Thermique, hybride ou électrique, les SUV Mazda vous offrent élégance et caractère. H24, l'espace d'un parfum. Hermès. S'inspirer de la haute couture. Concevoir une expérience sensorielle unique. DS7 Crossback, de l'audace, de l'excellence. Essayez-le en version e-tense, hybride rechargeable. Don't worry. Be Duster. Don't worry, be Duster. Nouveau Dacia Duster, le SUV à l'aise sur toutes les routes.
Pendant les jours plus simples du 16 au 20 septembre, découvrez nouveau Dacia Duster à partir de 6 € par jour, soit 180 € par mois. Don't worry, be Duster. Pour choisir une nouvelle voiture, il y a toujours quelqu'un pour vous accompagner. Mais pour trouver la bonne assurance auto, on peut toujours compter sur... lesfurets.com. Le Kentucky Burger, c'est exactement comme un burger au bœuf. Sauf que c'est du poulet croustillant, et du bacon, et des oignons frits. Mais sinon, c'est vraiment la même chose. KFC. C'est un peu too much, je sais. J'ai tout trouvé sur Vinted. On fait facilement des bonnes affaires en chinant des vêtements canons, sans exposer son budget. Téléchargez Vinted. Luc de Christie. Découvrez son nouveau single, My Heart and My Soul. Luc de Christie. Son nouveau single, My Heart and My Soul. Disponible sur toutes les plateformes. Chérie. Oui, je le fais demain. Je le fais demain. Je le fais demain. Oui, bah demain. Je le fais demain. Chérie. C'est fait. Allopneu.com monte vos pneus à domicile ou en centre partenaire. Choisissez, c'est monté. Chérie, on sort l'argenterie. C'est fondant de bœuf de Marie. Le fondant de bœuf, c'est un métier, pardon, hein, mais il faut être patient, il faut laisser mijoter longtemps. Pas comme Marie. Ouais. Marie, elle le fait cuire très longtemps. C'est son secret. Goûte. C'est très bon, hein. Marie, c'est déjà fait et très bien fait. Et toutes nos recettes sont sans conservateur. Marquez votre différence avec la Suzuki Swift Hybrid à partir de 119 € par mois. Méliès et TikTok. Le fonctionnement des effets spéciaux de Méliès était assez simple à comprendre. Il stoppait la pellicule, procédait à un changement de décor, de vêtements, d'action. En clair, il faisait le montage directement sur la pellicule. À l'époque, cela était vu comme une prouesse technique. Un système de l'ancien temps? Vraiment, ce système permet aujourd'hui à des milliers de jeunes d'exprimer leur créativité sur TikTok. BFM TV, partenaire du musée Méliès. 16h25 sur BFM TV. Nous continuons évidemment de vivre avec vous ces commémorations des 20 ans de ces 4 attentats qui ont touché les États-Unis le 11 septembre 2001. Nous sommes à New York, nous sommes à Arlington, près de Washington, au Pentagone. Nous sommes également à Shanksville, en Pennsylvanie. Les 3 lieux où ces 4 avions terroristes d'Al-Qaïda ont semé la mort. Près de 3000 victimes de 1977, c'était il y a 20 ans. Et aujourd'hui, Joe Biden se souvient, il préside ces commémorations sans prendre la parole. Dans un instant, peut-être, George W. Bush, qui était lui président à l'époque, s'exprimera du côté de Shanksville en Pennsylvanie. Mais avant cela, nous retournerons dans quelques instants à New York, puisque un dernier moment de silence évoquera la chute de la première tour qui avait été touchée, la tour Nord. C'était à 16h28 précisément, heure française. Oui, effectivement, la deuxième tour a s'effondré après la tour qui touche le sud du World Trade Center qui s'était effondrée un peu moins d'une demi-heure avant. On en parle avec nos invités en plateau, Ulysse Gosset. Vous êtes toujours avec nous, Ulysse, bien sûr, pour nous aider à comprendre ce qui s'est passé, ce que ça représente pour les Américains ce 11 septembre 2001. Nous accueillons également Jérémy Guez, qui nous a rejoint il y a quelques instants, professeur d'économie et d'affaires internationales à HEC Paris et spécialiste de la vie politique américaine. Un mot peut-être pour comprendre véritablement ce qui s'est passé ce 11 septembre 2001. Est-ce que c'est finalement parce qu'il n'y a eu jusqu'à ce moment-là rien de comparable auparavant que c'est aussi choquant ? C'est dur à dire, effectivement. En tous les cas, il y a eu une très longue période où l'Amérique s'est crue immunisée de l'instabilité du monde. Peut-être que la comparaison qu'on entend souvent, c'était avec Pearl Harbor, c'était la fin de l'innocence américaine. Le débat académique de l'époque n'est pas inintéressant non plus. C'est-à-dire que tout le monde se souvient de Francis Fukuyama, qui a souvent été mal cité, mais pour résumer, c'est finalement cette idée que le modèle américain a gagné la bataille face à l'Union soviétique. Il y a Graham Fuller à l'époque qui leur dit oui, mais faites attention, la nature a horreur du vide et quelqu'un viendra remplacer l'Union soviétique. Alors encore une fois,
Le 11 septembre, on s'est réveillé en se disant, est-ce que ça sera Ben Laden, avec toutes les limites de la comparaison? Et les livres d'histoire enseigneront peut-être qu'en fait, alors que tout le monde avait les yeux rivés sur New York encore en décembre 2001, c'est pile le moment où la Chine fera son entrée dans l'Organisation mondiale du commerce, ce qu'un certain nombre d'économistes appelleront le tsunami et le choc chinois sur l'économie américaine, plus d'1 million d'emplois industriels qui vont être détruits, et toute la transformation de l'Amérique telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec les années Donald Trump et y compris avec les années Joe Biden, c'est cette espèce de populisme et du retour en force des classes moyennes américaines, en tous les cas, sont dictés par... On va écouter cette dernière... I never saw myself before you looked at me, before you kissed my face, before you smiled at me, and I knew that day I would never be alone. And it's the only way. Life never got me low. Tears never broke me down. Inside I always know I'd be by your side, so I'd never be alone. But all that is different right now, and everything is solid but the ground. You'll never be alone. You'll never be alone. If you fall, I'll catch you. I won't ever let you be alone. Voilà pour cet instant de silence suivi encore une fois d'un moment musical. Donc pour cette fois-ci marquer cette heure de 10h28 heure américaine, 16h28 heure française, de l'effondrement donc de la tour nord qui avait été frappée 1h45 plus tôt. Une tour qui s'est effondrée, qui avait été frappée dans ses étages les plus hauts. Peut-être est-ce la raison pour laquelle elle a résisté plus longtemps. François Durper, les Américains, on les voit beaucoup à New York notamment, sont évidemment très marqués par ces attaques. Il y a aussi une autre question, c'est on a parlé de cette vie quotidienne qui a changé pour beaucoup d'entre eux. Quelle est la vie aussi pour les musulmans des États-Unis depuis ? Alors, effectivement, dans le discours, dans la vidéo de Joe Biden d'hier, Joe Biden parle effectivement de cette unité du peuple américain, de la résilience du peuple américain, mais il va aussi sur des sujets qui fâchent. Et il dit en particulier, eh bien, il y a eu cette peur, il y a eu cette colère, et il y a eu en particulier ce comportement à l'encontre des musulmans américains. Et il fait référence à quoi ? Eh bien, il fait référence à l'augmentation d'actes contre les musulmans américains suite aux événements du 11 septembre, des événements qui ont explosé pendant même plusieurs années. On a vu à la fois évidemment des propos racistes, mais aussi des comportements et même des agressions. Alors, ce qui est
important, c'est peut-être les témoignages il y a quelques jours de ce musulman américain, de cet Américain musulman qui disait « Je me suis couché le 10 septembre en étant un citoyen blanc américain. Personne ne voyait ma religion et n'en faisait état. Et eh bien, le lendemain, je me suis couché en étant membre d'une minorité, et la minorité la plus honnie du pays. J'ai basculé en 24 heures de citoyen américain lambda, mainstream, à ennemi public. Alors, invisible, hein, parce qu'on est passé de... L'idée, c'était, vous vous rappelez peut-être ce mot de homeland, hein, la menace, elle est maintenant à l'intérieur, c'est le homeland sécurité. Comment on fait pour créer de la sécurité? Puis je vous entendais parler effectivement de la quotidienneté des Américains qui a changé. C'est 57% des Américains qui estiment que leur vie quotidienne a changé. Et ça, c'est stable pendant 20 ans. En revanche, c'est très différent selon les âges. Pourquoi 57%? Vous allez dire c'est très peu. Ben oui, parce que si vous avez moins de 20 ans, vous répondez ça n'a pas changé ma vie. Et si vous êtes plus de 65 ans, c'est-à-dire quelqu'un qui a 45 ans au moment du 11 septembre, il répond que ça n'a pas tellement changé sa vie. C'est vraiment les gens entre 20 ans et 65 ans aujourd'hui qui répondent, eux très massivement, qui répondent ça a vraiment changé ma vie quand je vais évidemment à l'aéroport, quand je suis contrôlé, dans l'acceptation que j'ai finalement d'aujourd'hui d'un État qui me surveille. Et l'impact le plus important, c'est 68% sur mes libertés et sur mes droits individuels. Merci beaucoup François Durper. Vous restez avec nous sur BFM TV. On va continuer bien sûr à suivre ces commémorations du 11 septembre 2001. C'était il y a 20 ans. Ça se passe, ces cérémonies à New York, où on le rappelle, 2 avions se sont écrasés dans les tours du World Trade Center, mais également tout proche du Pentagone en Virginie et également à Shanksville en Pennsylvanie, où l'ancien président George W. Bush, qui était président à l'époque, doit s'exprimer dans quelques instants. On va revenir sur cette actualité et suivre toutes ces cérémonies en direct sur BFM TV. Dans l'actualité aussi de ce samedi, il y a ces manifestations, 9e samedi de manifestations contre le pass sanitaire. Oui, tout à fait. Et plusieurs manifestations, près de 200 un peu partout en France. Alors vont-elles être aussi suivies que les précédentes? On sait que ces 4 derniers week-ends, ça s'était un petit peu affaibli. À Paris, il y a 4, vous le voyez, cortèges cet après-midi, dont 2 de gilets jaunes. On prend la direction de cette manifestation qui était partie de la place de Wagram en direction du Palais Royal pour retrouver nos reporters sur place, avec des détentions qui ont eu lieu du côté de Grand Boulevard. Oui, l'ambiance jusqu'ici, bon enfant, a changé en fait à mi-parcours. Quand on a commencé à apercevoir une douzaine de personnes vêtues de noir, avec le visage masqué. Ces gens étaient-ils dans la manifestation et sont passés à l'action à un moment où s'agit-il d'éléments perturbateurs qui, au contraire, se sont glissés dans le cortège? Difficile à dire. Quoi qu'il en soit, tout a basculé quand l'un d'eux s'est saisi d'une grille en fonte. Vous savez, ces grilles qui protègent les racines des arbres. Eh bien, de la projeter, cette grille, contre l'un des policiers qui encadrait la manifestation. Très vite, tout a basculé. Tout le monde a été bousculé. Aussi, les forces de l'ordre ont répondu à coups de gaz lacrymogène. C'était la confusion. Le cortège s'est disloqué ensuite, avant que, à peu près une vingtaine de minutes plus tard, après une accalmie relative, le temps que les gaz lacrymogènes aussi se volatilisent, les manifestants passent bloc à nouveau. Il y a dans ces manifestations toujours ces mêmes drapeaux, les drapeaux tricolores, les slogans hostiles au gouvernement et Emmanuel Macron. On y croise parfois des parents inquiets de devoir bientôt peut-être vacciner leurs enfants. Et puis aussi, c'est à noter, de très nombreux gilets jaunes présents dans ce cortège. La marche a maintenant repris son élan, même s'il apparaît qu'un certain nombre de participants semblent avoir renoncé à défiler après ces incidents. Ils n'ont peut-être pas eu tort, parce qu'au niveau de la place de la République où se trouve maintenant le cortège, eh bien, les forces de l'ordre ont dû à nouveau faire usage de gaz lacrymogène. Beaucoup pour toutes ces précisions. Donc, dans ce cortège parisien où il y a actuellement quelques tensions, Benjamin Morel est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes politologue. On suit aussi avec vous ces manifestations du samedi avec là quelques débordements, comme ça a pu être déjà le cas à de nombreuses reprises. Est-ce qu'il y a, notre reporter parlait des gilets jaunes qui étaient relativement présents aujourd'hui dans ce cortège, il y a une sorte de convergence entre les gilets jaunes, les antipasses sanitaires, ils se retrouvent sur plusieurs points? Alors il y a toujours eu une convergence. Et vous avez toujours eu des groupuscules de gilets jaunes qui étaient présents dans ces manifestations. Ça ne veut pas dire qu'encore une fois le mouvement des gilets jaunes est groupusculaire, mais ça veut dire que l'immense majorité de ce mouvement n'était pas partie au début à ces manifestations. Là, on voit que probablement, vous avez des groupes plus radicalisés qui infiltrent ces manifestations, ce qui peut conditionner un peu leur avenir, car jusqu'à présent, on avait affaire au mois d'août à des manifestations qui étaient plutôt
pacifiques. Et ces manifestations plutôt pacifiques, eh bien, attiraient des familles, attiraient notamment toute une partie de la population qui n'a pas l'habitude de manifester, mais qui craint les violences. Et là, il y avait en effet le risque pour le gouvernement que, eh bien, avec des mots d'ordre qui auraient pu évoluer sur la vaccination des enfants, sur la 3e dose, etc., ces manifestations s'inscrivent dans le temps, si elles se passaient bien et si elles se passaient de manière pacifique. Là, pour le coup, on a quelque chose qui peut être repoussoir, justement, pour ces populations qui avaient porté ces manifestations au mois d'août, et d'une certaine façon, pourrait à terme les condamner. Merci Benjamin. Et peut-être lui aussi participera-t-il à l'une de ces manifestations. C'est en tout cas ce qu'il a fait comprendre, ces manifestations anti-pass. Damien Tarel, l'homme de 28 ans qui avait giflé au mois de juin dernier Emmanuel Macron en déplacement à Tain-l'Hermitage dans la Drôme, est sorti de la prison de Valence ce matin. Il avait été condamné à 18 mois de prison avec sursis, dont 4 fermes. Il en est sorti au bout de 3 au micro de BFM TV. Il remercie ses soutiens et réaffirme surtout n'avoir aucun regret pour son geste. Je suis parlé avec mes proches, je viens parler avec ceux qui m'ont envoyé des lettres en prison, tous les soutiens qui m'ont soutenu. Et puis peut-être que je serai à la manifestation cet après-midi contre le pass sanitaire. Oui, en prison, j'ai eu beaucoup de lettres de soutien. Après, j'ai pas le droit de dire comment les choses se sont passées en prison. Mais oui, beaucoup de lettres. Je pense que si j'ai pu tenir, c'est grâce à tous les soutiens qui m'ont envoyé notamment des livres, des choses comme ça. Revenons sur ce geste, 3 mois plus tard. Est-ce que vous le regrettez ou est-ce que c'est bien pour la cause que vous défendez? Aucunement, je n'ai aucun regret. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous repartirons aux États-Unis pour ces commémorations 20 ans, jour pour jour, après les attentats les plus meurtriers de l'histoire. C'était le 11 septembre 2001. Il y avait eu plus de 2900 victimes. Les Américains rendent hommage donc ce samedi à ces victimes sur les sites qui ont été visés à New York, à Shanksville, en Pennsylvanie. Vous le voyez, où George W. Bush, président à l'époque, doit prendre la parole dans quelques instants. Et puis hommage également du côté du Pentagone, où un avion s'était également écrasé. À tout de suite. Alors je sais pas vous, mais j'en ai vraiment ma dose de ce Covid. Oh non, je peux pas faire cette blague. Mais ça va, toi t'es comme moi, t'es vacciné. Mais tu me diras, mais comment ne pas se faire vacciner aujourd'hui, quoi? C'est tellement important. Ben, perso, j'hésite encore. T'es sérieuse? Franchement, je préfère attendre. Attendre quoi? D'être hospitalisé? Eh oh, doucement, là. Moi, je la comprends. Moi non plus, je le connais pas, ce vaccin. Par contre, les conséquences du Covid, on commence à bien les connaître. Et depuis trop longtemps, même. Bah, j'avoue, moi aussi, j'hésite. Hein. Mais à mon âge, c'est quoi les risques de me retrouver à l'hôpital? Tout le monde peut se retrouver à l'hôpital. La question, c'est pas seulement de te protéger toi, mais aussi les autres. Merci. C'est important aussi, les autres. Entre nous, est-ce qu'on est sûr qu'il nous protège vraiment, ce vaccin? Grave. Ah, c'est vrai, ça. Est-ce qu'il est vraiment efficace, ce vaccin? On peut débattre de tout, sauf des chiffres. Aujourd'hui, en France, 8 personnes sur 10 hospitalisées à cause du Covid ne sont pas vaccinées. Tous vaccinés, tous protégés. Qu'est-ce que tu entends? La vue reviendra. Et la première nation à exploiter ce pouvoir deviendra la nation qui dominera le monde. Marquez votre différence avec la Suzuki Swift Hybrid à partir de 119 € par mois. No one said it would be easy to hold your head up through the ups and downs. Got a feeling in my bones. I'm not gonna sit around here waiting. My time is now. Quel est le moyen le plus simple de s'offrir une vie de château? Prendre d'assaut un château, dans les règles de l'art? Pas très efficace? Réservez plutôt un plan sympa sur Hotels.com. Vous aurez même droit à des récompenses suite à votre séjour. Hotels.com, trop facile. Nous sommes Monabank, mais nous aurions pu nous appeler Pierre Banque ou Chloé Banque, car mettre les gens avant l'argent, c'est ça qui fait notre nom. Monabank, les gens avant l'argent. Love is all that I can give to you. Chez Shiva, nous savons qu'il n'y a pas de ménage bien fait sans employés de maison valorisés. Shiva, vous allez adorer rentrer chez vous.
Découvrez les îles Grenadines en catamaran Catlante et réservez votre croisière dès maintenant sur catlante.com. Biogarant présente Monsieur D'où ça vient. Monsieur D'où ça vient veut savoir d'où viennent les choses. D'où vient son café, d'où vient son pull et même d'où nous venons. Et quand il prend des médicaments Biogarant, il sait qu'ils sont fabriqués essentiellement en France et en Europe et qu'il soutient près de 9000 emplois. Biogarant, chaque jour agir pour la santé. Can I show you this? Consommer plus responsable. Un jour, le monde sera peut-être plus responsable, moins gourmand en ressources et en énergie, avec moins de déchets. En attendant, on peut agir dès aujourd'hui. En 2 ans, plus de 38 000 voitures assurées Maïf ont été réparées avec des pièces recyclées. Et on ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Agir pour une réparation auto plus responsable, c'est ça, être assureur militant aujourd'hui. Maïf, assureur militant. Porter les cartons de déménagement, c'est pas un problème. C'est plutôt l'administratif, le souci. C'est pas que j'ai une phobie, mais bon. Enfin, vous voyez quoi. Du coup, j'espère que pour mon contrat d'énergie, ça sera plus simple. Si vous voulez faire simple, pour votre nouveau logement, choisissez les offres Elec verte et gaz naturel d'Engie. Appelez le 3101. J'agis avec Engie. Le style, ça ne s'achète pas. Quoique, en ce moment, l'édition Citroën C3U tout équipée est à partir de 159 € par mois, sans apport, avec garantie et assistance offerte pendant 4 ans. Portes ouvertes du 17 au 20 septembre. 16h44, on continue de vous faire suivre ces commémorations aux États-Unis des attentats du 11 septembre 2001. On prend la direction de New York. Où, alors là, on est du côté de la Pennsylvanie, où George W. Bush devrait prendre la parole. Il est très en retard sur le planning. Le président d'alors, qui a les yeux fermés, peut-être en train de se recueillir, voilà, pendant cet après-midi, donc du côté de la Pennsylvanie et de là où s'est écrasé l'avion de Shanksville. On attend toujours la prise de parole donc de l'ancien président américain, mais en attendant, on va retourner donc à New York, retrouver Pauline Simonet, où divers moments de silence suivis de musique et de lecture des noms des victimes se sont succédés cet après-midi. Pauline. Oui, effectivement, et le moment le plus fort, le plus émouvant, ça a été le tout début de cette cérémonie. Il était 8h46 ici, 14h46 à Paris. C'est l'heure exactement où un premier avion a percuté la tour nord du World Trade Center. Il y a eu beaucoup d'émotions ici. On a entendu juste avant l'hymne national et on a vu beaucoup de monde se mettre la main sur le cœur. Beaucoup d'Américains qui sont rassemblés ici, juste à côté de Ground Zero, puisque à l'intérieur du site, il y a uniquement les familles de victimes qui peuvent assister à la cérémonie, mais beaucoup d'Américains qui se sont rassemblés, qui étaient présents au moment du 11 septembre ou qui n'étaient pas nés, des très jeunes gens également qui sont venus ici. Et puis on a assisté comme ça pendant toute cette cérémonie à ces quelques 3000 noms de victimes qui sont scandés, qui sont lus par des proches des disparus, et puis des moments, des intermèdes musicaux. Et il y a eu cette surprise, c'était pas annoncé dans le programme, Bruce Springsteen qui a chanté en hommage aux victimes. Moment également très émouvant ici, ce moment où Bruce Springsteen a chanté en hommage à ces victimes. Donc les noms continuent en ce moment d'être scandés. Pardonnez-moi, on va partir tout de suite en Pennsylvanie pour écouter George W. Bush, l'ancien président américain, qui était président à l'époque. Merci beaucoup, Lorraine. C'est un honneur pour moi d'être avec vous. Madame la vice-présidente, vice-président Cheney, gouverneur Wolf, secrétaire Holland, chers invités. Il y a 20 ans, nous avons tous, compris dans différents endroits, dans différents lieux, mais au même moment, que notre vie ne serait plus jamais la même. Le monde était un grand carnage, rempli de sirènes, de voix manquantes qu'on n'entendrait plus jamais. Ces vies
demeure précieuse pour notre pays et encore plus précieuse pour nombre d'entre vous. Aujourd'hui, nous commémorons votre perte, nous partageons votre tristesse et nous rendons hommage aux hommes et femmes que vous avez tant aimés pour tant de temps. Pour ceux trop jeunes, pour se souvenir, ce 11 septembre, il est difficile de décrire les émotions que nous avions ressenties. Il y avait de l'effroi au vu de l'échelle de la destruction, et également une vague de bienveillance sans précédent, une reconnaissance pour l'héroïsme et une colère envers cette vague de terrorisme également. Les premiers secours ont fait les sacrifices ultimes et tout cela a révélé l'esprit de notre nation. Nous étions fiers de notre nation. Et les passagers du vol 93 devront toujours avoir un lieu particulier pour eux. Ici, les cibles sont devenues les instruments du sauvetage. Et nous avons maintenant une dette parfois inconsciente envers ces personnes qui se sont battues dans les cieux juste au-dessus de nous. Il ne faudrait pas idéaliser ce qui s'est passé et ce que on ne voyait à l'époque, au début, n'était que la brutalité de la mort. Ce qu'on ressentait, ce n'était que de la souffrance. Ce qu'on entendait, ce n'était que le terrible silence de Dieu. Nombre d'entre nous aujourd'hui ont encore du mal à surmonter cette douleur très profonde. Mais nous avons également appris d'autres leçons. Nous avons vu que l'Amérique était vulnérable, mais pas fragile. Face à eux, nous avons vu que l'Amérique a une force qui nous permet de survivre à tout. Nous avons appris que la bravoure est une valeur plus commune que ce que l'on pensait, et qu'elle était splendide face à la mort. Nous avons ressenti de façon très vive à quel point chaque heure passée avec nos proches était un cadeau qu'il fallait honorer. Nombreuses personnes ont ressenti ces événements de manière spirituelle. Il n'y a pas d'explication simple pour le mélange de destinée et de volonté qui guide nos vies. Mais nous avons également d'autres connaissances qui peuvent nous réconforter. De nombreuses personnes se sont rendues compte qu'il était difficile de comprendre pourquoi un ennemi pouvait être si diabolique. Les mesures de sécurité qui ont été incorporées dans nos vies étaient des sources de réconfort, mais également des rappels de notre vulnérabilité. Et nous avons vu de plus en plus que les dangers contre notre pays ne pouvaient pas seulement venir de l'étranger, mais également de violences internes. Il y a peu de culture commune entre les extrémistes violents à l'étranger et ceux chez nous. Mais ils sont pourtant similaires dans leur manque d'égard envers la vie humaine, dans leur détermination de défier les symboles nationaux. Ce sont des enfants du même esprit malade. Et c'est notre devoir commun de nous battre contre eux. Après le 11 septembre, des millions d'Américains courageux se sont portés volontaires dans les différentes forces armées. Et pendant 20 ans, nous nous sommes engagés pour lutter contre la source du danger. Ça a mené à des débats. Mais une chose est sûre, nous avons une dette envers tous ceux qui ont combattu dans nos batailles les plus récentes. Permettez-moi de m'adresser à nos vétérans et à nos uniformes. Votre voix est la plus noble de l'Amérique. Vous avez protégé vos concitoyens face au danger. Vous avez défendu les valeurs, les croyances de votre pays. Vous avez défendu les droits des opprimés. Vous avez été le visage de l'espoir dans des endroits très sombres. Vous avez été la force du bien dans le monde. Et rien qui a fait suite
à votre engagement, rien ne peut venir ternir votre honneur ou diminuer vos accomplissements. Nous avons une dette envers vous et notre pays sera toujours reconnaissant envers vous. Dans les mois et semaines et mois après le 11 septembre, j'étais fier de voir à quel point le peuple américain était résilient. Et en matière d'unité de notre pays, ces jours nous semblent bien lointains. Et nous devons travailler pour transformer tout désaccords en union. Nous devons éviter que des désaccords deviennent des batailles, des confrontations, puisque tout cela nous préoccupe face à l'avenir de notre nation. Je ne peux pas vous donner de solutions, de propositions. Je ne peux que vous dire ce que j'ai vu. Lors de cette journée de deuil, j'ai vu des millions d'Américains qui tendaient instinctivement la main envers leurs voisins et qui essayaient d'aider les autres. Voilà l'Amérique que je connais. At a time when religious bigotry might have flowed freely, I saw Americans reject prejudice and embrace people of Muslim faith. That is the nation I know. Les amalgames contre une certaine religion auraient pu être légion. J'ai vu des Américains qui tendaient la main envers leurs concitoyens musulmans. Voilà l'Amérique que je connais. À cette époque, ces événements auraient pu mener à la violence contre ceux qu'on voyait comme étant des étrangers, comme étant des gens d'ailleurs. Et au contraire, j'ai vu des Américains qui accueillaient les réfugiés, qui tendaient la main envers les immigrés. Voilà la nation que je connais. À une époque où certains disaient que notre nation était individualiste et décadente, j'ai vu des jeunes qui se portaient bénévoles, qui étaient solidaires et dévoués. Voilà la nation que je connais. Et ce n'est pas que de la nostalgie. C'est simplement la plus juste version de ce que nous sommes, de ce que nous avons été et de ce que nous pouvons redevenir. Il y a 20 ans, des terroristes ont choisi un groupe aléatoire d'Américains sur un vol de routine comme dommages collatéraux dans un attentat spectaculaire. Les 72 passagers et membres de l'équipage du vol 93 auraient pu être n'importe quel Américain. Ils se sont battus pour nous tous, en un sens. Les terroristes ont découvert qu'un groupe aléatoire d'Américains était un groupe exceptionnel de personnes, qui faisaient face à des circonstances impossibles. Ils ont réconforté leurs proches par téléphone. Ils se sont unis pour agir et ont réussi à empêcher un attentat atroce. Ça a peut-être surpris les terroristes, mais ça ne devrait pas nous surprendre. Voilà la nation que nous connaissons. Et lorsqu'il nous faut de l'espérance, l'inspiration, nous pouvons tout simplement regarder les cieux et nous souvenir d'eux. Que Dieu vous bénisse.